Le gouvernement espère Nous ainsi sommes économiser 200 millions d'euros le cette 17 année, 700 l'an février prochain, tout cela 2026, freiner les employeurs. L'an dernier, le 2h57 du gouvernement a déjà matin. réduit la voilure avec Il une neige. prime divisée par 3 pour les C'est grands 1 groupes. degré Depuis, le Celsius. nombre d'apprentis a baissé et ce nouveau coup de rabot intervient alors que Nous le sommes chômage des après jeunes Ligny est en en hausse. Barrois, Selon les direction derniers Nancy, chiffres de Toul, l'INSEE, il Strasbourg. dépasse aujourd'hui 21%. On en reparlera donc avec Raphaël Legendre qui pense qu'il faut baisser ses aides à l'apprentissage. Et parmi les secteurs qui attirent les jeunes, c'est l'aéronautique qui fait la course en tête. La filière est la première incarnation de l'excellence industrielle française devant le luxe, selon un sondage du GIFAS publié ce matin. Et ça tombe bien car les recrutements continuent d'être massifs, Alexandra Paget. L'aéronautique a le vent en poupe. La filière française est l'une des meilleures du monde et les Français en sont conscients. Pour 75% d'entre eux, le succès de grands groupes comme Airbus, Dassault, Safran ou Thales renforce leur sentiment de fierté nationale. Le secteur constitue le deuxième considéré comme prioritaire par les Français pour l'avenir professionnel des jeunes derrière le numérique. En mai 2025, l'aéronautique a confirmé sa position de premier recruteur industriel en France avec 14 000 créations nettes d'emplois et environ 25 000 recrutements prévus cette année. Reste que près de la moitié des Français ignorent encore que l'aéronautique et spatiale recrute à tous les niveaux de qualification, pas seulement des ingénieurs ou des bac plus 5. Sur le volet défense, 61% des sondés estiment que la France n'investit pas suffisamment dans ses équipements militaires et la moitié d'entre eux restent favorables à une augmentation du budget de la défense, même si cela implique de limiter la progression d'autres dépenses publiques. On reparlera des embauches dans le secteur aéronautique avec Frédéric Parisot, le délégué général du GIFAS qui sera avec nous dans le journal de 8h. Dans le secteur, ça pourrait sérieusement ressembler au contrat du siècle pour Dassault Aviation. Selon la Tribune dimanche, l'Inde a demandé à la France 31 Rafales de plus pour sa marine. Il s'ajouterait donc aux 114 déjà annoncés pour son armée de l'air. Le patron du groupe, Éric Trappier, est attendu sur place ces prochaines heures avec Emmanuel Macron qui lui entame ce soir une visite officielle de 3 jours dans le pays. Dans la délégation du président également, il y a une place importante pour la French Tech alors que se tient le sommet de l'IA cette semaine à New Delhi. Le voyage est d'ailleurs capital pour ces startups. Il s'agira de développer leur notoriété internationale et aussi de décrocher quelques contrats, Erwan Maurice. L'intelligence artificielle en France, c'est désormais plus de 50 000 emplois dans près de 2 000 startups qui ont levé 2,5 milliards d'euros l'an dernier. Une belle performance. Le temps est maintenant venu de s'exporter, selon Julie Huguet, la directrice de la mission French Tech qui est du voyage. Et si on veut que ces entreprises passent à l'échelle, eh bien, il faut aller chercher des grands marchés. Et la situation géopolitique actuelle nous permet de créer des nouvelles alliances. Et l'Inde en fait partie. Et les entreprises françaises peuvent compter sur l'accompagnement de Business France, des conseillers du commerce extérieur ou des différentes chambres de commerce, des partenaires qui n'ont cessé de renforcer leurs appuis ces dernières années. Ça fait à peu près 20 ans que l'Inde et la France, par étapes, ont décidé de travailler ensemble et de resserrer les collaborations commerciales et technologiques. L'Inde forme parmi les meilleurs ingénieurs au monde. En France, on est très très fort pour passer de l'idée du laboratoire à des idées concrètes. Et donc on est très complémentaires parce qu'on a une force de frappe où on est en capacité de créer des startups et ensuite d'aller les développer à très grande échelle sur le marché indien. La délégation française est composée d'industries de pointe dans la défense, la cybersécurité ou le quantique. Plusieurs annonces, notamment dans la santé, interviendront aussi dans la semaine. On en parlera avec la French Tech qui sera en partie avec nous en direct tout au long de la semaine pour vous 0,5 raconter degrés Celsius. cette visite en Inde. 6h05, on parle de Leclerc, toujours numéro 1. Le distributeur annonce plus de 51 milliards d'euros de ventes hors carburant en 2025. C'est plus 2,4% sur un an, plus 25% depuis 2020. Période sur laquelle il a aussi gagné 5 points de part de marché à plus de 24% à la fin du mois de janvier. Janvier qui a d'ailleurs été plutôt bon pour la consommation en grande distribution. Tous les indicateurs et notamment les volumes sont en progrès, Pauline Tadevin. Les distributeurs peuvent avoir le sourire. En janvier, les dépenses des Français progressent de 3,6% d'après World Panel. La fréquence d'achat est en nette hausse. Les Super U surtout tirent leur épingle du jeu, mais aussi Intermarché, Aldi et Leclerc. La proximité et le drive sont les formats les plus dynamiques. C'est bien que les volumes reprennent, c'est encourageant, mais il faut rester prudent, tempèrent certaines de ces enseignes.
car la situation reste fragile. Même constat du côté du cabinet Circana qui note une hausse des volumes d'1,2% contre 1% un an plus tôt. En janvier, 78% des Français ont encore le sentiment d'une hausse des prix, d'après la directrice des études. De fait, l'inflation sur les produits de grande consommation s'établit à 1,7%, tiré toujours par le chocolat, le café ou la viande de bœuf. C'est aussi ce qui explique une part du succès de la proximité et du drive, où les consommateurs maîtrisent davantage leur panier. Et Michel-Édouard Leclerc sera notre invité demain à 8h30. Et puis les prix du sucre ne cessent de chuter. Ils ont touché un plus bas de 5 ans sur les marchés en fin de semaine dernière à 14 cents la livre. Et la baisse de la demande est notamment imputée à la démocratisation des médicaments anti-obésité, Paul Valère. L'industrie du sucre a été prise au dépourvu. Selon les analystes, les traitements anti-obésité ont accéléré la baisse de la demande, surtout aux États-Unis. Ces 2 dernières années, la consommation de sucre a reculé de plus de 4% dans le pays, qui a revu à la baisse ses prévisions pour cette année. En Europe de l'Ouest, même chose, elle est en recul d'environ 7%. Le syndicat national français des fabricants de sucre relativise. C'est vrai qu'on parle beaucoup de changement des comportements alimentaires. Il y a notamment une forte pression sur évidemment la consommation de sucre. J'observe néanmoins que l'inversion de tendance à laquelle on assiste, c'est tout simplement l'effet. On est en surcharge, on est à 41 tonnes. Production dans des pays fortement exportateurs comme le Brésil, l'Inde, la Thaïlande. Et puis vous avez également au niveau des pays importateurs peut-être des demandes un peu moins fortes. Demande qui pourrait continuer à baisser avec la démocratisation de ces médicaments. L'ouverture est en marche aux États-Unis pour Wegovy, qui commercialise son traitement sous la forme d'un comprimé depuis décembre. Le marché du sucre est vulnérable. 2/3 des ventes de biscuits ou de glaces se font auprès de seulement 20% des consommateurs. Au dernier trimestre, le fabricant de glace Magnum a vu ses volumes baisser d'environ 3%. Le PDG du groupe a minimisé l'impact sans pour autant rassurer les investisseurs quant à l'incidence de ces médicaments. C'est 0 degré Celsius. Renault a choisi l'Espagne pour produire ses prochaines familiales électriques. Selon les Échos, c'est sur le site de Palencia, dans le nord du pays, seront construits les prochains modèles à batterie de moyenne et de grande taille. Toute la gamme de voitures électriques de Renault était jusqu'ici produite dans ces usines françaises à Douai et Maubeuge, à l'exception de la Twingo qui est assemblée en Slovénie. 6h09, la bourse. On commence avec la croissance japonaise, enfin la non-croissance japonaise au 4e trimestre. Plus 0,1% au 4e trimestre au Japon, plus 0,1 par rapport au 3e trimestre. Le pays évite de peu les 2 trimestres négatifs et donc la récession. Néanmoins, grâce à un début d'année dynamique, le pays arrive à avoir plus 1% de croissance au Japon en 2025 par rapport à 2024. Alors il y a assez peu de réactions sur les marchés actions, mais également sur le marché obligataire. Le 10 ans japonais est stable à 2,2% quand le Nikkei est parfaitement stable, car ce chiffre de croissance est une photographie du passé. Et le marché attend avec beaucoup d'impatience désormais les plans de relance au Japon, avec notamment Sanae Takaichi qui a promis plus de 100 milliards d'euros. Ainsi on fait la conversion sur l'ensemble de l'année 2025. Le Nikkei est l'un des seuls indices à côté ce matin, parce que si vous regardez la Chine, eh bien, il n'y a pas de cotation, puisque c'est le nouvel an chinois. Et donc toute la semaine, il n'y aura pas de cotation, que ce soit à Séoul, mais également en Chine continentale, quand Hong Kong sera fermé demain pour 3 jours. Hasard de calendrier, en plus, Wall Street sera fermé aujourd'hui pour le President's Day. Sans la journée calme aujourd'hui. Du côté de l'Europe, on a encore beaucoup de résultats dans le CAC 40. Je vous rappelle, il y en a eu 11 la semaine dernière, et nous aurons encore 9 publications rien que dans le CAC 40, avec notamment en fin de semaine Airbus, Renault ou encore Air Liquide. Nous ferons le point dans 30 minutes, mais pour l'instant ça se passe bien en Europe. Les résultats du 4e trimestre sont au-delà des attentes des analystes, qui profitent notamment du CAC 40 qui a gagné 0,4% sur l'ensemble de la semaine, quand à l'inverse Wall Street a perdu de l'ordre de 1,5%. Une donnée qui est en ligne avec les performances historiques du S&P 500 qui a tendance à faire une pause en février. Pour l'instant, les 2/3 des entreprises américaines ont publié. Les données d'inflation et d'emploi sont derrière nous. Beaucoup de nouvelles sont donc dans les cours, à l'exception d'une. Il s'agit des résultats de Nvidia qui sont attendus avec beaucoup d'impatience dans 10 jours, le mercredi 25 février. 74% des entreprises américaines ont publié, 74% des entreprises ont été au-dessus des attentes. Les données Trexel de vendredi. On y reviendra dans une demi-heure. 6h11, dans un instant, le pitch, une start-up qui détecte les polluants aquatiques avec des moules d'eau douce. Le crustacé. A tout de suite. Dirigé
c'est naviguer dans la complexité. Chez KPMG, nous vous accompagnons des questions jusqu'aux solutions. Audit, conseil, droit, fiscalité, nous combinons le meilleur de nos expertises et de notre expérience pour vous apporter les meilleures réponses. Et grâce à nos solutions qui placent le sens au cœur de l'action, nous vous aidons à faire vraiment la différence. KPMG, make the difference. Good morning business, le pitch. À 6h14 sur BFM Business et sur MC Live. Le pitch ce matin, c'est avec Audrey Caton. Bonjour, Delidrao, une minute pour pitcher et on débrief. Aujourd'hui, les analyses de la qualité de l'eau restent encore très limitées. Elles se basent majoritairement sur quelques paramètres mesurés ponctuellement. Donc je suis Audrey Caton, présidente et cofondatrice d'Elidrao, une jeune entreprise qui propose une nouvelle solution pour mieux évaluer la qualité de l'eau. Donc nous proposons d'utiliser la moule de douce comme capteur biologique. En filtrant l'eau, elle va permettre d'identifier les polluants qui sont réellement captés par le vivant, de mesurer les effets directs de ces polluants, les fameux effets cocktails dont on parle souvent, mais également de mieux évaluer la qualité microbiologique via la recherche de certains virus dans l'eau. Cette solution, elle est destinée aux acteurs de l'eau, privés et publics, et peut répondre à plusieurs cas d'usage comme la surveillance des masses d'eau pour cartographier la pollution à l'échelle d'une rivière ou d'un bassin versant. On peut aussi l'utiliser pour des études d'impact, pour évaluer l'impact d'un effluent sur le milieu, ou encore évaluer la qualité d'un processus de traitement d'eau. Et pour finir, Elidrao, c'est une jeune entreprise qui a été créée en 2025, elle est issue de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. On a déjà 2 projets qui ont commencé cette année et 3 autres qui devraient commencer au printemps. Alors, comment ça marche concrètement? Ça, vous prenez plein de moules et vous les mettez dans une sorte de bassin et vous faites des prélèvements de temps en temps sur un crustacé. Ça marche comment? Alors en fait, on va produire nos propres moules calibrées, standardisées. C'est très important pour... pas celles qu'on mange. C'est pas celles qu'on mange. C'est des petites moules d'eau douce de 2 à 3 cm qu'on trouve naturellement dans les rivières. Mais nous, on va produire nos graissines calibrées. C'est très important pour l'interprétation derrière. On va les déployer sur le terrain en fonction de la problématique de la question. Et puis, on va interpréter les résultats au regard de ce que les analyses auront donné. Et pourquoi les moules particulièrement? Parce qu'elles ont une sensibilité particulière, c'est des filtres particuliers pour toutes les saletés qu'on peut trouver dans la nature? Exactement, elles filtrent l'eau et donc en faisant ça, elles vont capter ce qui passe dans l'eau et on va pouvoir aller retrouver certaines molécules qu'on a du mal à détecter dans l'eau. Alors justement, ça filtre quel type de polluants? Vous en avez combien et ça nécessite combien de moules? Alors typiquement, on est capable d'identifier aujourd'hui environ 140 molécules, mais la liste va s'allonger dans les années à venir au fur et à mesure des développements. Et dans un système, on expose, nous on a besoin d'à peu près 40 moules pour identifier ces 140 polluants. Et du coup, une fois que vous avez donc ces moules qui font office de filtre, vous les récupérez et quoi, vous récupérez une substance que vous analysez ensuite? Parce que j'imagine qu'il y a quand même si c'est un élément purement naturel, des éléments électroniques derrière qui doivent pouvoir réaliser toutes ces analyses. Bien sûr, les analyses, elles sont réalisées par des laboratoires spécialisés, qui sont spécialisés dans les analyses chimiques. C'est pas des solutions électroniques, ça va être des analyses chimiques classiques ou des analyses de bactéries ou de virus assez classiques comme ce qui peut être fait dans l'eau. Mais sauf qu'au lieu de le faire dans l'eau, on va le faire sur les tissus de dressage. C'est-à-dire que c'est pas du tout le bon terme, je pense que vous épongez la boule? C'est-à-dire que vous la pressez, vous regardez ce qu'il y a dedans, c'est quoi? On va récupérer les tissus, on va en faire un pool et on prend 10 grammes de moule et on va tout analyser. Et après, elles peuvent servir elles-mêmes de filtre, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles travaillent toutes seules. Alors oui, tout à fait, elles filtrent naturellement l'eau, c'est comme ça qu'elles se nourrissent en fait. Elles vont filtrer les algues, les planctons dans l'eau et en fait, en plus des algues et du plancton, elles vont capter les molécules chimiques. Là aujourd'hui, c'est qui vos clients? Du coup, c'est les collectivités qui veulent analyser la qualité de l'eau des habitants, par exemple? Alors c'est ça va être des collectivités qui ont plutôt un intérêt pour évaluer l'impact, par exemple, du rejet de leur station d'épuration sur le cours d'eau qui traverse leur ville. Ça peut être aussi les acteurs privés qui gèrent ces stations d'épuration. Ça peut être aussi des privés qui ont des usines, des rejets dans le milieu. Et vous avez concrètement eu là, déjà, ce que vous venez juste de vous lancer, combien de contrats Alors aujourd'hui, on en a 2 qui ont déjà débuté. L'un en Normandie avec Aropa, où on évalue l'impact de leurs activités sur la Seine. Donc on est allé mettre des moules en amont et en aval de leurs activités et on va pouvoir leur donner des éléments de réponse dans l'année. Puis on a un autre projet qui a commencé avec le SIAP à Paris dans le cadre de leur programme Mécène Innovation, où là il s'agit d'évaluer la contamination virale en amont et en aval de Paris. Et
C'est l'eau douce là dans un premier C'est ça. temps. Vous pensez à l'eau salée aussi? Alors il y a déjà des solutions qui existent en eau salée. Nous, la moule qu'on utilise aujourd'hui, elle est exclusivement pour l'eau douce et les estuaires. Et ça coûte moins cher que des capteurs, parce que j'imagine qu'aujourd'hui on utilise des capteurs électroniques en fait pour détecter ces polluants. Il y a plusieurs solutions qui coexistent en fonction des cibles qu'on cherche à chercher, effectivement de l'électronique ou aussi des prélèvements dans l'eau, et on fait des analyses de l'eau tout simplement. En termes de coût, on va être forcément peut-être un petit peu plus élevé que des simples prélèvements dans l'eau, mais on restera toujours moins cher que des capteurs électroniques. Après, le coût dépend énormément du nombre de sites qu'on cherche à évaluer, du nombre de paramètres suivis, donc c'est très difficile. Mais du coup, c'est quoi l'avantage par rapport au fait de simplement faire un prélèvement dans l'eau, le fait d'ajouter la moule qui est La sensibilité, on va pouvoir aller chercher des molécules qu'on ne retrouve pas facilement dans l'eau. Et également, un prélèvement dans l'eau, c'est ponctuel. Vous allez avoir une image à un instant T. La moule, elle, on la laisse pendant plusieurs semaines, et donc du coup, ça va nous donner une moyenne sur un temps long. L'eau étant une matrice dynamique, ça nous permet d'être plus précis dans ce moment. Vous, c'était votre thèse post-doctorat après que vous avez développé en start-up. Comment vous êtes financé? C'est ça. Alors en fait, oui, j'ai travaillé pendant 4 ans sur le projet qui a conduit à la création de cet outil. En termes de financement, on a eu un soutien de la région Grand Est, via une bourse Grand Est Startup, un soutien de la BPI également, via une bourse French Tech Lab, et puis on a été accompagné aussi par la SAT Nord, qui a financé 2 programmes de maturation qui nous ont permis de terminer la construction de cet outil. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Audrey Cato, présidente cofondatrice d'Elidreo. On va parler de diamants. Good morning business, morning retail. On parle retail avec Eva Jaco et on parle de diamants ce matin, de diamants de synthèse. Vous nous en avez apporté, Eva Jaco. Il y a aujourd'hui la moitié des bagues de fiançailles américaines qui sont faites avec des diamants de synthèse au lieu de diamants issus des mines. C'est énorme. C'est donc fabriqué en laboratoire. Oui, c'est ce qu'on appelle des diamants de culture. C'est vrai que ça s'est largement démocratisé ces dernières années. Alors moi, je vous ai emmené en plateau 2 bagues. Une bague que vous avez entre les mains, l'or, et un bracelet également. Déjà, est-ce que vous arrivez à regarder si c'est... très joli. J'y connais rien. Incapable, ça brille comme un vrai diamant. Ça brille comme un vrai diamant. Eh bien, ce sont, oui, effectivement, bel et bien des vrais diamants, sauf qu'ils n'ont pas été trouvés dans une mine. Ils ont été créés de toutes pièces. Alors, comment est-ce que c'est possible techniquement? Eh bien, aujourd'hui, on est capable de reproduire les conditions exactes dans lesquelles se forment les diamants avec des procédés chimiques. C'est ce que m'a confié la cofondatrice d'Audace. C'est les bijoux qu'on a en plateau, on l'écoute. En laboratoire, on n'invente rien, on va juste simplement recréer ce processus chimique. Donc on part de la même base d'atomes de carbone et on les soumet aux mêmes pressions et aux mêmes températures qu'on va trouver sous terre. La cristallisation se met en place et on obtient un diamant qui est véritable. Alors il faut quand même jusqu'à près de 6 semaines pour obtenir un carat de diamant en laboratoire. Ensuite il va falloir le tailler exactement comme ce qu'on ferait sur un diamant original. Alors il existe une quinzaine de laboratoires spécialisés dans le monde, particulièrement en Chine et aux États-Unis, qui font des diamants de culture. Ça peut aller jusqu'à 50% moins cher. Oui, 50% moins cher. Alors ce que je vous ai apporté, c'est un petit peu plus cher parce que là on est vraiment sur du bijou de haute joaillerie. Donc ça chiffre, hein. Là ce que vous avez entre les mains c'est 13 490 €. Mais effectivement, si on très bien. Mais si on compare effectivement un solitaire classique brut de 0,5 carats, celui de synthèse va vous coûter aux alentours de 1 900 €, alors que pour un original c'est le double, voire plus d'ailleurs. Et comme on le disait, c'est vrai qu'on n'arrive pas à déceler à l'œil nu si c'est un vrai diamant ou un diamant de synthèse. Il faut des mécanismes beaucoup plus précis comme de la spectrométrie ou encore un test par résonance laser. Il faut vraiment que ce soit fait par un professionnel. Donc il y a un sujet de prix, mais il y a aussi un sujet écologique. Oui, effectivement, ça reste moins énergivore que les mines, hein, puisque les mines de diamants, elles produisent de fortes émissions de carbone et elles utilisent de grandes quantités d'eau et d'énergie. Bon, là, le coût environnemental d'un diamant de synthèse, il est moindre, il n'est pas pour autant nul, puisqu'il y a de l'énergie, notamment avec les machines pour produire tout ça, il faut chauffer, ça demande quand même beaucoup, mais c'est moindre, en tout cas, et ça plaît à la jeune génération, notamment aux trentenaires. Ouais, c'est ça, c'est intéressant de voir le shift générationnel, parce qu'il y avait ce côté quand les premiers diamants de synthèse sont sortis, où on voyait ça comme presque une hérésie. Oui, c'est moins 20% de la consommation. Et maintenant, en fait, tous les jeunes... c'est exactement ça. C'est même à l'argument. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de la joaillerie,
il y a des gros besoins en diamants aussi dans l'industrie pour réaliser, dans l'industrie lourde, pour l'informatique quantique aussi, il y a besoin de diamants. Et donc là, le fait d'avoir des diamants de synthèse, c'est pas vraiment un sujet. Bon, je vous les rends parce que c'est quand même assez cher. À 7h30, on vous racontera l'impact du développement des diamants de synthèse sur le PIB du Botswana, car ils ont été obligés d'augmenter les impôts puisqu'il y a moins de demandes pour les diamants de mine. Merci beaucoup Eva Jaco, on va parler des lunettes Meta. Anthony Morel identifie n'importe quel inconnu dans la rue d'un simple regard. Ça sera bientôt possible. Selon une note interne publiée par le New York Times, Meta envisage d'intégrer une fonctionnalité qui est assez controversée dans ses lunettes directement. Vous imaginez, vous vous baladez dans la rue, vous scannez la foule du regard et vous allez pouvoir identifier potentiellement n'importe quelle personne en face de vous, à condition qu'elle soit sur Facebook ou Instagram, mais vous allez pouvoir récupérer toutes ces informations, tous ces réseaux sociaux instantanément dans votre champ de vision. Ou alors vous êtes dans une réunion professionnelle, vous croisez une personne, vous l'avez déjà vue, vous savez plus qui c'est, vous allez être mal à l'aise parce que vous allez pouvoir faire semblant de savoir qui c'est, et bien son nom va s'afficher directement dans le verre des lunettes. Voilà quelques-uns des cas d'usage auxquels on peut penser avec cette fonctionnalité reconnaissance faciale baptisée Name Tag que Meta voudrait intégrer dès cette année dans ses Meta Ray-Ban, enfin dans toutes les lunettes avec IA embarquée, les petites caméras, il y a une IA, et donc on pourrait coupler ça avec de la reconnaissance faciale. C'est ce qu'indique ce mémo, cette note interne publiée par le New York Times qui fait l'effet d'une petite bombe. Pourquoi ? Bon, déjà parce que la fonctionnalité à proprement parler, bon, c'est vrai que c'est un petit peu polémique, c'est-à-dire il y a des questions de respect de la vie privée qui vont se poser à minima, mais surtout c'est le cynisme dont fait preuve Meta quand on lit cette note interne, c'est absolument dingue, je vais vous la citer. Nous lancerons notre campagne dans un contexte politique dynamique où de nombreux groupes de la société civile susceptibles de nous attaquer auront concentré leurs ressources sur d'autres préoccupations. Autrement dit, ce que dit cette note interne... Et en plus, on est amis avec Donald Trump. C'est vraiment le truc de... pour faire passer la pilule, on va profiter du contexte hyper tendu et du fait que les associations de défense des droits et de la vie privée soient occupées à se battre contre Donald Trump, voilà, par ICE, pour faire passer la pilule en continu et pour lancer la fonctionnalité, ce qui est quand même assez bon. Et le deuxième petit point cynisme... Le timing, c'est important. Le timing est très important, et là, d'un point de vue stratégique, c'est assez malin. Et alors, la deuxième chose, c'est qu'ils veulent aussi présenter la fonctionnalité comme un outil, d'abord pour les malvoyants, parce que c'est vrai que c'est très pratique pour les malvoyants, mais ça permet là aussi de faire passer... Dans cette petite note, enfin voilà, encore une fois, c'est publié par le New York Times, donc a priori, c'est un original, elle donne quand même des éléments sur la stratégie de Meta quant à cette fonctionnalité reconnaissance faciale. Ça fait longtemps quand même qu'ils ont cette idée en tête. Oui. Justement, ils cherchaient la bonne fenêtre de tir. Et c'est ça, je pense qu'ils l'ont trouvé pour le coup, mais on le sait, parce que dès la première version des lunettes Meta Ray-Ban qui sont sorties il y a quelques années maintenant, ils avaient déjà cette idée en tête, ils y avaient renoncé pour des questions de respect de la vie privée. On sait que c'est pas d'un point de vue technologique que ça pose problème, ça fonctionne, et d'ailleurs il y a des étudiants de Harvard qui l'avaient montré, des bidouilleurs qui avaient hacké les lunettes et qui les avaient couplées avec un logiciel de reconnaissance faciale, et donc ils avaient publié une vidéo où ils se baladaient dans leur campus et ils étaient capables d'identifier potentiellement n'importe qui, donc ça fonctionne. Ce qu'on comprend aussi, c'est que d'un point de vue stratégique pour Meta, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que la reconnaissance faciale, ça permet de relier la base de données numérique gigantesque de Meta avec le monde physique, avec le monde réel, c'est-à-dire que Meta ne saurait plus seulement avec qui vous interagissez. C'est un stade dans la vraie vie, quoi. C'est exactement ça, c'est un stade dans la vraie vie, avec la possibilité de savoir qui vous rencontrez, combien de temps vous interagissez avec les personnes, quels vêtements elles portent, enfin il y a plein de choses en fait, leur humeur du moment en analysant les traits du visage, enfin on peut imaginer énormément de choses d'un point de vue publicitaire et de revenus publicitaires. Et après vous pouvez acheter directement la veste que vous avez vue sur Eva, qui vous est livrée directement chez vous, c'est merveilleux. Évidemment. En France, ça sera interdit. Ce sera interdit, oui, absolument. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, on rappelle que la reconnaissance faciale est interdite dans les lieux publics à de rares exceptions près, quand il y a des expérimentations publiques qui sont réalisées sous l'égide de la CNIL notamment, mais c'est vraiment très réglementé. L'IA Act aussi interdit l'utilisation de la reconnaissance faciale dans l'espace public, et puis même si ça passait d'un point de vue réglementaire, c'est pas sûr que ça passe d'un point de vue psychologique, en tout cas dans l'espace public. Je suis pas sûr que les gens soient prêts à ce qu'on puisse les identifier n'importe où, n'importe quand avec ces lunettes. Ce sera peut-être le petit élément qui fait que les lunettes vont pas se généraliser aussi vite que ce qu'on aurait pu penser. Merci beaucoup Anthony Morel. Dans un instant, on va revenir sur le déplacement en Inde d'Emmanuel Macron. Il y a des enjeux autour de l'IA, de la défense, mais aussi du cinéma. Objectif, attirer Bollywood, notamment à Paris. A tout de suite. Good Morning Business, le journal. 6h30
7h30 sur BFM Business et sur MC Live. Merci d'être avec nous. Le journal, c'est avec Léo Dumas. Les 3 titres à la une. Emmanuel Macron est attendu ce soir en Inde entre Bollywood et intelligence artificielle. Le départ de la championne de l'antitrust aux États-Unis qui peut arranger les géants de la tech. Explication à suivre dans le journal. Et puis on sera à Los Angeles où Amazon gère un bad buzz après une pub diffusée pendant le Super Bowl. Emmanuel Macron va donc s'envoler pour l'Inde et le chef de l'État compte aller séduire Bollywood, accompagné de la présidente du festival de Cannes. Il échangera demain avec des figures du cinéma indien pour en fait tenter, comme lors de sa dernière visite sur place, d'attirer plus de tournages en France, Nathan Copampo. Venez tourner des films indiens en France. Emmanuel Macron va tenter de séduire à nouveau les figures de Bollywood, en mettant en avant notre patrimoine, des cartes postales uniques, la Tour Eiffel, nos châteaux, la Côte d'Azur, mais aussi les crédits d'impôt prévus pour les tournages étrangers. Car si depuis plusieurs années, la France leur déroule le tapis rouge, les réalisateurs et producteurs indiens ne l'ont pas tellement foulé. L'objectif, revivre un tournage comme celui du film Béfikre, une comédie romantique, première grosse production indienne, tournée intégralement en France, pour un succès modeste en Inde, oui, mais tout de même 6 millions de spectateurs. Difficile d'évaluer l'impact d'un tel film sur l'attractivité de la France, mais si on regarde les données touristiques, on passe de 500 000 touristes indiens en 2015 à 600 000 en 2017 après sa sortie. Dans la même veine, on peut citer le film Junga, tourné à Chambord en 2017, ou encore Adi Keshava qui met en lumière Dijon, et c'est presque tout. Mais la France ne lâche pas le morceau et veut son effet Bollywood comme en Espagne. À la suite du tournage dont ne vit qu'une seule fois, le nombre de touristes indiens a été multiplié par 2 l'année suivant la sortie du film. Le voyage d'Emmanuel Macron qui sera aussi marqué par le 4e sommet mondial sur l'intelligence artificielle. Après Paris l'an dernier, il est organisé à New Delhi. Alors une vingtaine d'entreprises de la French Tech viennent d'arriver sur place pour diversifier leurs débouchés. C'est le cas d'H Company, un des leaders de l'IA argentique. Son directeur général Gauthier Cloy nous disait avant de monter dans l'avion ce qu'il attend de ce déplacement. Écoutez-le. Le marché indien, pour nous, c'est un marché important, c'est un marché profond dans lequel l'IA peut apporter beaucoup de progrès. Je pense que comme dans chaque pays, il faut être vraiment très bon, il faut être leader. Ensuite, il y a une grosse partie de relationnel. On a passé du temps avec eux. On a eu leur ministre à Paris. On a organisé un événement avec eux à Davos. C'était un marché, peut-être plus que d'autres marchés, où les relations sont vraiment importantes. Les relations avec à la fois les politiques et puis les partenaires. L'organisation du sommet l'année dernière avec l'Inde qui était déjà en tête pour le prochain sommet, le lancement de l'année franco-indienne cette année, et puis le fait que ce soit eux qui organisent cette année, mais d'être proche de la France, c'est hyper utile. C'est un gros atout qu'on a sur nos amis des autres pays. Gauthier Cloy depuis l'aéroport juste avant de partir en Inde. On suivra bien sûr les contrats de la French Tech tout au long de la semaine. Aux États-Unis, peut-être une démission qui va arranger les géants de la tech. Oui, après des mois de pression politique, Gail Slater, la principale responsable des dossiers antitrust au département de la justice, a annoncé son départ immédiat à la fin de la semaine dernière. Cette ancienne conseillère de J.D. Vance défendait une application stricte des lois anti-monopole, et avec son éviction, certaines entreprises espèrent débloquer des dossiers qui traînent, Margot Faudéré. Un scalpel, c'est l'image qu'utilisait Gail Slater pour illustrer sa volonté sans faille de faire respecter les lois antitrust aux États-Unis. Dans son viseur, plusieurs géants américains de la tech, dont Google, Apple, Visa, mais aussi Live Nation. En théorie, un procès doit débuter prochainement contre le détenteur de salles de concert pour l'obliger à se séparer de sa billetterie Ticketmaster. Pour beaucoup, cette démission est donc perçue comme une victoire des géants de la tech sur une certaine El Maga qui poussait jusqu'ici pour une application rigoureuse des lois. Les divisions antitrust du ministère pourraient désormais se montrer moins agressives, facilitant les fusions et réduisant aussi la probabilité de longues batailles juridiques entre l'administration et les entreprises. D'ailleurs, après l'annonce de son départ, l'action de Live Nation avait déjà repris plus de 5%. Depuis quelques mois, le travail de Gail Slater et ses équipes était devenu plus difficile. L'année dernière, selon Bloomberg, les agences américaines n'ont mené à bien que 16 enquêtes sur des fusions importantes, le chiffre le plus bas en 15 ans, Covid mis à part. Un bad buzz pour Amazon. Sa filiale Ring, qui fabrique des sonnettes et des caméras connectées pour sécuriser les domiciles, met aujourd'hui fin à l'une de ses fonctionnalités, celle du partage des fichiers vidéo avec les forces de l'ordre. Car en fait, après une pub diffusée pendant le Super Bowl, beaucoup d'Américains ont exprimé leur crainte d'une utilisation détournée des images. Le récit est signé Henri Arnaud à Los Angeles pour BFM Business.
L'entreprise spécialisée dans la sécurité domestique est connue pour ses sonnettes connectées comme celle-ci qui filment aussi bien des domiciles ou des entreprises puis permettent aux utilisateurs de les contrôler ou de les vérifier. L'an passé, Ring avait annoncé offrir aux abonnés l'option de partager leurs enregistrements vidéo sur demande des forces de l'ordre américaines. L'option permet d'utiliser les caméras de tout son voisinage, par exemple pour retrouver un chien perdu ou un cambrioleur aux USA grâce à la reconnaissance faciale. Mais ce qui inquiète, c'est qu'elle pourrait aussi être utilisée par la police de l'immigration ICE pour retrouver des illégaux aux États-Unis. La situation est assez paradoxale car Ring domine largement son marché, mais sous pression financière entre l'augmentation des tarifs pour les utilisateurs et la saturation de ce marché. Amazon avait acquis Ring en 2018 pour 839 millions de dollars, mais refuse depuis de communiquer ses résultats financiers. Henri Arnaud depuis Californie pour FM Business. Et puis avant d'aller sur les marchés, voilà que le Vatican lance ses ETF. Il y aura deux indices, 1 euro, 1 dollar, en partenariat avec le gestionnaire d'actifs Morningstar et avec une promesse d'investir selon les valeurs catholiques, Valentine Adby. Le Saint-Siège veut servir de référence aux investisseurs catholiques du monde entier. La Banque du Vatican lance 2 indices boursiers en Europe et aux États-Unis. Ces indices suivent 50 actions choisies par le Vatican selon les critères moraux chers à l'Église. Certaines entreprises sont donc exclues, comme celles liées à l'armement, l'euthanasie ou l'avortement. Dans les entreprises sélectionnées, ASML, SAP, Deutsche Telekom pour l'Europe et les géants de la tech Meta, Amazon, Nvidia pour les États-Unis. Il n'existe pas encore d'ETF qui réplique la performance de ces indices. Il s'agit pour l'instant d'un outil de recommandation financière pour le Vatican qui cherche à redorer son image après plusieurs scandales financiers. Aux États-Unis, il existe déjà des produits financiers indexés sur les valeurs chrétiennes, l'ETF S&P 500 Catholic Values qui pèse 1 milliard de dollars ou par exemple la société de gestion familiale Ave Maria Mutual Funds basée dans le Michigan qui gère 3,8 milliards de dollars d'actifs. 6h37 justement, on va sur la bourse. Dans 3 km, utilisez les 2 voies de gauche pour prendre la sortie A31 en direction de Nancy, Toul-Croix de Metz. Étienne Braque, on a la quasi-totalité, les 2 tiers des résultats américains. On peut faire un premier bilan. Avec notamment les données de FactSet, 74% des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats et hasard, 74% des résultats publiés sont au-delà des attentes. En moyenne, les profits des entreprises américaines ont progressé de 13% au 4e trimestre. Il s'agit du 5e trimestre consécutif de croissance à 2 chiffres. Une nouvelle fois, Wall Street peut dire merci aux GAFA. On a vu une nouvelle fois des résultats époustouflants ces derniers jours, mais aussi à l'industrie et aux services de communication. À l'inverse, 2 secteurs plombent la dynamique. Le secteur de l'énergie, forcément avec un baril de pétrole à $60, vous n'avez pas des profits records en ce moment à Wall Street dans le secteur pétrolier. Et puis le secteur de la consommation discrétionnaire, donc tous les biens et services non essentiels, affichent également des profits en repli au 4e trimestre. Alors si une nouvelle fois on compare les profits en Europe et aux États-Unis, c'est la douche froide. Pas de croissance à 2 chiffres pour les entreprises de l'Eurostoxx 600. Loin de là, London Stock Exchange Group constate une baisse des profits de 1% au 4e trimestre, car l'Europe est bien sûr absente de tout le segment tech IA, mais les analystes tablaient sur un -4. Donc finalement, ce -1 est mieux qu'anticipé, ce qui est notamment salué en bourse. On le voit avec de nombreux records qui ont été touchés ces derniers jours sur les indices européens, d'autant plus que l'Europe est moins chère que les États-Unis. L'Eurostoxx 600 se paye 15 fois les profits attendus cette année, contre plus de 20 fois pour le S&P 500. 9 publications pour le CAC 4 cette semaine. Avec notamment des gros poids lourds en fin de semaine, les Airbus, les Air Liquide, quand en milieu de semaine, ça sera également un test pour la consommation avec les résultats de Carrefour. Merci beaucoup Étienne, le plus. Good Morning Business, le plus. On va parler de Katana ce matin, la pop culture. Dans 500 mètres, utilisez les 2 voies de gauche pour prendre la sortie A31 en direction de Nancy, Toul-Croix de Metz. La passion des nouvelles générations pour les sabres japonais inspirés des dessins animés populaires. Les ventes ont doublé depuis 2019. Ça profite également aux artisans qui surfent sur cette Utilisez les 2 voies de gauche pour prendre la sortie A31. popularité. Reportage à Saitama, c'est au Japon, avec Valentine Adby. Dans son atelier noirci par la suie, continuez sur A31 pendant 19 km. Akira Kawasaki montait glacier chauffé à blanc avec
méthode de son apprenti. Il travaille la lame courbée d'un sabot très léger et extrêmement tranchant. Ils sont très réputés chez les collectionneurs. Je veux que les gens voient les sabres non pas comme des produits, mais comme des œuvres d'art. Je les crée avec l'intention d'y insuffler de la force, de la beauté et une forme de vie. L'univers des samouraïs est de plus en plus représenté dans la pop culture. Les fans de séries partout dans le monde cherchent à se procurer des répliques de sabres pour leurs costumes ou collections. Si la plupart se contentent de copies, certains se découvrent une passion pour les sabres traditionnels japonais et sont prêts à y mettre le prix entre 5 000 et 25 000 euros. Le marché du Nihonto connaît un regain d'activité, mais selon l'artisan japonais, les maîtres forgerons n'y trouvent toujours pas leur compte. Il y a environ 160 à 180 maîtres forgerons qui détiennent la qualification pour fabriquer des sabres, mais je crois que moins de 10% d'entre eux parviennent réellement à vivre uniquement de la fabrication des sabres. Le marché du katana traditionnel reste un marché de niche. Les acheteurs sont rares et préfèrent souvent les sabres anciens. Le nombre de forgerons a donc été divisé par 2 en 40 ans. La plupart sont désormais septuagénaires ou octogénaires. Le métier peine à attirer les jeunes en raison d'une forte pénibilité, mais aussi d'une formation très réglementée. Selon la loi japonaise, il faut accomplir au minimum 5 années d'apprentissage, puis participer à un programme de formation ou à un examen organisé par l'Agence pour les affaires culturelles. Sans cela, il est impossible de devenir forgeron de sabre agréé. Après 5 ans de formation et la réussite de l'examen, on obtient enfin une reconnaissance officielle dans le cadre du système des biens culturels. D'autant plus que l'apprenti n'est pas rémunéré pendant sa formation et même une fois certifié, un maître forgeron ne peut produire qu'un nombre limité de katanas par an, parfois moins de 24, ce qui limite naturellement les profits des artisans. 6h42 avec vous, Raphaël Lejean. Dans un instant, on va revenir sur le coup de rabot, sur les aides à l'apprentissage. Vous dites, c'est pas si grave. Non seulement je dis que c'est pas si grave, mais en plus je dis qu'il faut le faire absolument. 1. Raboter. 2. Réorienter. On voit ça dans un instant à partir avec Annalisa Capellini aux États-Unis. Il semble que Donald Trump soit dans une phase un peu calme. Il ne dit pas grand-chose. Par exemple, cette nuit, il n'a pas parlé de retour de Mariah. Plutôt rarement, effectivement. Est-ce qu'il recule? Est-ce qu'il se calme tout simplement? En tout cas, il y a quelques rebelles au sein du camp républicain qui commencent à déranger un petit peu Donald Trump. Il faut dire qu'il y a les midterms qui arrivent, le fait même à l'automne prochain. On voit ça dans un instant, tout de suite. Business, l'édito de l'aujourd'hui. 6h45 avec vous, Raphaël, on va revenir sur la décision du gouvernement qui prévoit de raboter les aides à l'apprentissage de 200 millions en 2026, 700 en 2027. Est-ce que c'est bien le moment alors que le chômage des jeunes repart à la hausse? Eh bien oui, Laura, il est même plus que temps de réorienter les aides à l'apprentissage vers ceux qui en ont vraiment besoin, à savoir les moins qualifiés. Alors, entendons-nous bien, l'essor de l'apprentissage depuis 2017 est une grande réussite. On est passé de 306 000 contrats précisément signés en 2017 à près de 900 000 nouveaux contrats signés en 2024. On a tous pris ensemble plus d'1 million d'apprentis aujourd'hui et ça c'est formidable. Sauf que dans le même temps, la facture est passée de 6 milliards en 2018 à 16 milliards aujourd'hui. Pour arriver à ces chiffres, on a mis 10 milliards d'euros sur la table. Et pour qui? Essentiellement des plus diplômés. Vous voyez sur le graphique qui s'affiche à l'écran, ce sont les Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5 qui en ont principalement profité. Ils représentaient en 2023 plus de 6 contrats sur 10. Or, on est autour de 15 à 20 000 euros de subventions par apprenti. C'est selon les estimations du Trésor ou de la Cour des comptes, jusqu'à 22 400 euros selon la Cour des comptes. Le coût de chaque apprenti a bondi de 58% entre 2018 et 2022. Tout ça avec un reste à charge pour les entreprises qui est très faible, en 350 jusqu'à parfois 730 euros. Mais quel formidable effet d'aubaine pour les entreprises. Je rappelle juste une chose, les Bac plus 3 à Bac plus 5, c'est-à-dire les colonnes jaunes, violettes et roses là qu'on voit à l'écran, avant la réforme de l'apprentissage, elles étaient au plein emploi. On n'a pas besoin de cet argent public pour entrer dans l'emploi. Donc pour vous, on subventionne des gens qui auraient trouvé de toute façon un emploi. Il faut donc se focaliser sur ceux qui n'ont pas. Oui, exactement, c'est-à-dire les 1,3 millions de jeunes qui aujourd'hui n'ont ni diplôme, ni formation, qui ne sont pas en emploi non plus. On les appelle les NEETs. Retenez bien cet acronyme, No in Education, Employment or Training. C'est 1,3 million de gamins qu'on a complètement abandonnés, dont on n'a rien su faire.
ceux qui sont sortis du système scolaire sans aucun diplôme et qui seront très difficilement assimilables sur le marché de l'emploi. Pour les faire revenir vers l'emploi, ça demande énormément de moyens et c'est donc sur ces jeunes qu'il faut concentrer tous les efforts. Or, qu'est-ce qu'on voit ces dernières années? Eh bien, c'est que le nombre de NEETs a cessé d'augmenter, que l'écart se creuse en réalité entre les plus diplômés et ceux qui n'ont rien. La part des jeunes de 15 à 29 ans, ni en emploi, ni en formation, ni en études, a augmenté de 0,2 points sur un an et de 0,7 points par rapport à 2019. Donc cette tendance augmente, c'est le graphique qu'on voit là à l'écran, c'est 13% des jeunes. Aujourd'hui, ça augmente non-stop depuis 2022, alors que le taux d'activité des 15-24 ans, lui, a augmenté de quasiment 2 points en un an. C'est vrai que le taux des jeunes a augmenté, mais le taux d'activité aussi, c'est un peu contre-intuitif. Aussi dans les derniers chiffres de l'INSEE. Et donc, subventionner des bac plus 5, c'est à la fois coûteux et inutile, puisque de toute façon, ils trouveraient un emploi. Il faut déployer absolument tous les moyens nécessaires pour faire entrer les NEETs. C'est ça la priorité dans le marché du travail. Ça devient une urgence. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, tout est disponible en replay, en podcast sur l'application BFM Business. On en reparlera avec Alexandre Sobo, président de France Industrie, directeur général de l'OT, membre du comité exécutif du MEDEF, qui sera notre invité à 7h45. On part aux États-Unis. Good Morning Business. Le monde qui bouge. Annalisa Capellini, Donald Trump traverse une phase délicate de son mandat. Après des semaines d'hyperactivité, ces derniers jours, il se fait particulièrement discret. Est-ce qu'il commence à reculer? C'est vrai que c'est ce qu'on se dit quand on voit le calme de la politique américaine ces derniers jours, ces dernières semaines. La presse en parle comme une notably quiet week, une semaine si calme que c'en est un événement. C'est vrai que Donald Trump nous a habitués à des coups de théâtre, à des prises de parole très très virulentes et fréquentes. Il est encore plutôt actif sur la scène internationale. Alors, il y a seulement quelques heures, il parlait de la nécessité de désarmer le Hamas, mais c'est vrai qu'il se fait beaucoup plus discret sur la scène nationale. Alors pourquoi? Parce qu'il a essuyé plusieurs revers ces derniers jours, ces dernières semaines. Tout d'abord sur l'immigration qui est un des points phares de son programme. L'opération Maître-Serge en Minneapolis. Cette opération très symbolique de la lutte contre les immigrés illégaux a été un échec à tel point que la Maison-Blanche vient d'annoncer le retrait des agents de l'ICE, la police des frontières de Minneapolis. Mais en fait, cette opération a coûté très cher en termes d'image à Donald Trump. Les sondages disent que même les électeurs républicains sont en désaccord avec sa politique. Seulement un républicain sur deux estime désormais que l'usage de la force dont l'ICE a fait preuve était nécessaire. Et puis, une des conséquences de cette politique de Donald Trump sur l'immigration, c'est un nouveau shutdown qui concerne cette fois-ci le ministère américain de la Sécurité intérieure, donc un shutdown partiel. C'est le Department of Homeland Security qui se retrouve privé de budget. La raison de ce shutdown, encore une fois, c'est l'ICE et ce sont les démocrates qui ne veulent plus lâcher du lest sur l'ICE, qui veulent imposer des restrictions à cette police de frontières, et donc Donald Trump là pourra peut-être être obligé de faire des concessions. Et il y a des dossiers, Annalisa, qui sont bloqués par des républicains. Oui, en effet, c'est une première fissure dans le camp républicain, à commencer par la nomination du gouverneur de la Fed. Vous savez, Donald Trump a choisi Kevin Warsh, mais là, c'est un sénateur républicain, c'est Tom Tillis, qui bloque la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed. Il l'avait promis le mois dernier et il s'y tient. Il ne votera pas la nomination de Kevin Warsh tant que l'enquête contre Jérôme Powell sera ouverte. Mais ce n'est pas le seul républicain rebelle. La semaine dernière, il y a 6 républicains, 6 élus de la Chambre des représentants qui ont voté contre leur parti et donc avec les démocrates sur un sujet très délicat. C'était un vote qui visait à empêcher Donald Trump d'utiliser la loi sur les situations d'urgence nationale pour imposer des droits de douane au Canada. Alors c'était un vote surtout symbolique. Il y a des travaux à venir. Puisque le texte doit passer par le Sénat puis par Donald Trump, donc c'est très compliqué qu'il soit approuvé, mais ça montre deux choses. Tout d'abord que le camp républicain est désormais à quelques voix près, donc on ne peut plus se permettre de perdre une seule voix si républicains ont fait dérailler un vote, et puis que les menaces de Donald Trump sur son propre camp ne sont plus si efficaces que ça. Et évidemment, il y a les midterms derrière. Bien sûr, on pense toujours aux midterms, surtout que les midterms, ce sont encore plus que les autres les élections de l'opinion publique. Donc les élus de terrain ont tout intérêt à se détacher d'un candidat impopulaire
contraire, pour Donald Trump, ce n'est plus le moment de se fâcher avec ses élus, d'excommunier tous les républicains rebelles à grands coups de messages sur les réseaux. Au contraire, c'est le moment de calmer le jeu, surtout qu'on le sait, les midterms, ce sont un scrutin traditionnellement défavorable au parti en place, quel qu'il soit, et Donald Trump a besoin de toutes ses troupes pour en sortir la tête haute. Merci Annalisa Capellini. Dans la prochaine demi-heure, on reviendra sur la conférence de Munich. Changement de ton pour Marco Rubio face à JD Vance l'année dernière, mais est-ce que vraiment changement dans le fond? Alexis Karkins, Marchal donnera son point de vue, ça sera à 7h20, et puis on va revenir sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Inde. La French Tech attend beaucoup, et puis on attend, nous, beaucoup de Bollywood. On voudrait attirer le cinéma en France. A tout de suite. BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business, avec Laure Closier. 6h58 sur BFM Business et sur RMC Live. Merci d'être avec nous, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Voilà une décision qui n'a peut-être pas arrangé les chiffres du chômage. Le coup de rabot violent sur l'apprentissage décidé par le gouvernement. Si vous avez le bac, les primes à l'embauche sont sérieusement rabotées. Bac plus 2 avec une SERP et un bac plus 2 dans les grosses entreprises. Là, c'est carrément siphonné. Les détails des chiffres dans un instant avec Caroline Morisseau. Est-ce que c'est juste du bon sens ou est-ce que c'est une question de timing difficile quand les chiffres du chômage des jeunes touchent 21%? Ça sera notre question de la matinée. On en parlera à 7h45 avec Alexandre Sobo, président de France Industrie, directeur général de Holot, membre du comité exécutif du MEDEF, qui sera l'invité du grand entretien. Emmanuel Macron s'envole ce soir pour l'Inde. IA, Rafale et cinéma au menu de la semaine. Une grosse délégation de French Tech l'accompagne. Ils attendent beaucoup de ce voyage en matière de contrat. Vous entendrez Gauthier Cloy de H avant son départ dans la prochaine demi-heure. Il espère là-bas signer des contrats structurants. L'actualité, c'est aussi avec Léo Dumas, les titres de ce matin. L'aéronautique cherche 25 000 personnes cette année, ça tombe bien, c'est la filière préférée des Français. Leclerc, plus que jamais numéro 1 de son secteur, et puis les coups de fin font chuter les cours du sucre aux États-Unis. Est-ce que vous savez que désormais la moitié des pierres des bagues de fiançailles aux États-Unis sont issues de laboratoires et non des mines? Les diamants de synthèse commencent sérieusement à faire de l'ombre aux diamants naturels. Les enjeux géopolitiques et économiques du Botswana à la Chine, on va vous raconter ça dans la prochaine demi-heure. Pour l'instant, il est 7h pile. Good Morning Business, c'est parti. Good Morning Business, le journal. Selon France Info Sport, le flash, hier à 6h36. Selon RMC, le top de l'after-foot, c'est tout pour vos actualités. Pour voir d'autres articles, ouvrez Google Actualité. Il fait 2 degrés Celsius. On arrive bientôt à Nancy. Dans 3 km, prendre la sortie A33, E23 en direction de Lunéville, Strasbourg.
500 mètres, prendre la sortie A33 ou 23 en direction de Lunéville, Strasbourg. Prendre la sortie A33. On a déjà parcouru 300 km depuis Réau. Continuez pendant 38 km. On est sur la A33, avant on était sur la A31. Et avant sur la Nationale 4.
3h52 du matin, et 7 février. Ça, c'est la descente de Nancy sur la A33.
va s'arrêter à la station de l'air de Lantelutte à 1500 mètres. Sur la National 4. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la première sortie. Dans 500 mètres, rejoindre N4.